Il fut un temps, pas si lointain, où TV Liberté a explosé les compteurs sur la plateforme Google YouTube. Et c'est alors qu'est survenu l'inimaginable. Une censure brutale, totale, sans appel. Non pas une simple suspension, mais la fermeture pure et dure de nos chaînes par Google. Mais parce que nous dérangeons. Une nouvelle attaque politique est survenue, plus sournoise, plus insidieuse, mais aussi plus meurtrière, la censure bancaire. Et le choc a été d'une ampleur inégalée, une perte sèche estimée à ce jour à 300 000 €, et cela en quelques semaines. Et une nouvelle fois, nous ne nous sommes pas laissés abattre. La riposte a été immédiate. Notre président Philippe Millau a sollicité tous les conseils possibles et interpellé le président du Sénat, appelant à voter enfin en seconde lecture la loi visant à lutter contre la fermeture arbitraire des comptes bancaires. Il entend aussi obtenir réparation en portant l'affaire devant la justice et faire rendre gorge à ceux qui ont tenté d'étouffer TVL financièrement. Vous l'avez bien compris, TV Liberté est plus qu'une chaîne, c'est un combat. Un combat pour la liberté de penser, de parler, d'informer, dans un monde obscurci par une démocratie confisquée et une forme de totalitarisme larvé. Et ce combat, nous ne le perdrons pas, à condition de ne pas relâcher l'effort. Vous avez compris que nous avons vraiment besoin de votre aide, et ce, avant le 20 juillet, date où nous devons faire face à de vraies grosses échéances. C'est donc un appel à l'aide que nous vous lançons. Ce combat auquel nous sommes confrontés, nous ne pouvons pas le perdre. Après Attrition et Un vent les pousse, présenté notamment sur TV Liberté, Frédéric Bécourt revient avec Thanatos, un roman dense porté par un narrateur taiseux, évoluant dans un monde et une époque désensibilisée, une fable contemporaine sans complaisance, et nous allons en parler bien évidemment avec son auteur. Avant, je vous précise bien évidemment que vous pouvez vous procurer cet ouvrage aux éditions Héliopole. Vous pouvez vous le procurer sur tvl.fr, sur la boutique de TVL. Vous connaissez le chemin pour acheter l'ouvrage. Bonjour Frédéric Bécourt. Bonjour Martial. Alors vous commencez Thanatos là où beaucoup finissent, sur un corps à terre supposé mort. Pourquoi avoir choisi de plonger le lecteur dans cette scène liminaire ? J'ai trouvé que c'était un excellent moyen de rentrer dans le roman très très vite et de pénétrer la psychologie du personnage principal, que je ne qualifierais pas de héros, mais plutôt de narrateur, parce qu'il a quand même une personnalité un peu particulière. Mais je voulais tout de suite immerger le lecteur. Ça m'est venu de diverses impressions, mais je sais que notamment, je crois que c'est Simenon qui fait ça dans Les Anneaux de Bicêtre. J'avais l'idée de cette image où le héros se réveille dans une chambre d'hôpital et commence à décrire ce qui se passe autour de lui. Et je trouvais que c'était un très bon moyen d'attaquer par cette scène-là. Et cette scène, c'est une fusillade qui s'est déroulée dans quelles circonstances ? Justement, on en sait assez peu. On l'apprend un tout petit peu avec la visite des policiers à l'hôpital. Mais oui, il a été victime d'une fusillade aveugle alors qu'il distribuait des colis alimentaires avec sa compagne pour le compte des bonnes œuvres de la paroisse. Et là arrive un individu qui tire sur la foule, sur les bénévoles comme sur aussi les bénéficiaires. Et il y a tout le monde qui tombe par terre, tous ceux qui se trouvaient dans la petite pièce est mort. Et Guillaume, lui aussi, s'écroule. Tout le monde le pense mort. Les secours le pensent mort. Il n'a pas de signe de vie, il n'a pas de pouls, et il a les yeux révulsés, etc. Et finalement, alors qu'ils sont en train de s'occuper de lui, ils se rendent compte que, si, finalement, il est vivant. Il revient à lui. Et non seulement il revient à lui, mais il revient à lui totalement indemne, physiquement, psychologiquement apparemment. Important parce que ce Guillaume, s'il est ni blessé ni inconscient, il semble s'être absenté pendant cet épisode de la fusillade de son corps. C'est un phénomène, celui de la thanatose. C'est pour ça que est important, puisqu'il est le titre de votre ouvrage. Ce phénomène qui donne son titre au roman, un phénomène réel, me dites-vous, plutôt chez certaines espèces animales. Comment est-il devenu chez vous une clé romanesque ? Qu'est-ce que la thanatose et pourquoi cette idée ? Oui, alors la thanatose, c'est un comportement animal qui est tout à fait répertorié, très bien connu dans diverses espèces d'animaux, chez les mammifères, chez les insectes, des araignées, des souris, l'opossum surtout. C'est très connu pour l'opossum. C'est un comportement qui consiste à simuler la mort
en situation de danger pour échapper à son prédateur. Donc ça peut aller très très loin. Donc je parle de l'opossum. Dans le cas de l'opossum, il est capable donc évidemment d'arrêter son rythme cardiaque. Il se roule sur le côté, il a l'air mort. Son corps dégage une odeur putride qui fait penser à un corps en décomposition. Il a les yeux révulsés, etc. Il est capable vraiment de mimer la mort dans ses plus extrêmes détails. Et quand le prédateur s'éloigne, il revient à la vie. Donc c'est un phénomène qui s'appelle la thanatose et que j'ai voulu utiliser dans le roman. J'avais déjà cette idée en tête depuis plusieurs années. Je ne l'avais pas fait parce que je ne trouvais pas le sujet. Et puis, il se trouve que ce roman est né comme ça. J'ai rencontré, par le biais de ma vie professionnelle, un personnage qui m'a fait beaucoup penser au personnage de Guillaume. Quand je l'ai rencontré, je me suis dit, mais c'est un personnage de roman, il faut à tout prix que j'écrive sur lui. Mais je n'avais pas le truc, je n'avais pas l'histoire, je n'avais pas l'intrigue. Et puis, je me suis replongé là, dans cette idée de thanatose. Et les choses comme ça à un moment, se sont assemblées. C'est toujours un peu le mystère de la création, c'est un bien grand mot, mais voilà, les choses se sont trouvées comme ça et se sont trouvées faire du sens tout à fait avec le personnage de Guillaume. Alors, le héros, le narrateur du roman, est Guillaume Labarthe, on l'a bien compris. Au-delà du drame qu'il a vécu, il apparaît abrupt, muré, presque désagréable. Vous lui faites dire « Je n'ai jamais voulu aimer et être aimé ». Là voilà la seule vérité. Pourquoi un tel défi d'écrire de l'intérieur un personnage taiseux, misanthrope, en fait dans une sorte d'anti-héros, mutique et brutal? Oui, un peu. Ce qui m'intéressait, c'était sa dimension psychologique. J'étais jamais rentré aussi profondément dans la psychologie d'un personnage. Ce qui m'intéressait, c'est d'aller au plus profond de sa relation avec sa mère, par exemple. Je ne sais plus, à un moment, un journaliste qui m'avait demandé si je devais résumer en 2 mots le roman. Je crois que je lui avais dit que c'était Mauriac dans le multiverse, parce que c'était une sorte de génitrix, mais à la sauce postmoderne. Donc en fait, il y a tous les classiques, j'allais dire, des romans où on explore les relations familiales, le rapport au deuil, à un père absent, etc. Et on rentre dans sa psychologie. Et en même temps, il y a cette personnalité qui est assez symptomatique, je dirais, d'une génération qui a du mal à vivre les sentiments dans le monde réel, qui est de plus en plus déconnectée via les réseaux sociaux, les jeux vidéo ou le métavers, qui se déconnecte en fait de la réalité. Et donc il y a une opposition très forte entre une psychologie très dense, des rapports familiaux complexes, etc., et puis cette vie déportée sur les réseaux, sur cette vie virtuelle. Et les deux, quand ça rentre en contact, ça fait ça donne, à mon avis, une énergie romanesque. Ah, il y a eu un moment qui n'était pas virtuel, c'est celle de la rencontre avec sa compagne, qui s'appelle Alice. Celle-ci a disparu, elle a été tuée lors de cette fusillade. Mais Alice renaît possiblement dans le métaverse, relançant la question du deuil, mais surtout du monde virtuel. Le numérique est-il, selon vous, une échappatoire ou une illusion de consolation ? C'est les deux. En fait, au début, c'est une échappatoire, clairement. Mais sans dévoiler trop l'intrigue du roman, il va rencontrer dans le métaverse une personnalité qui se trouve être très proche, pour ne pas dire le clone, pour ne pas dire le double, pour ne pas dire sa compagne, Alice. Alice. Il la retrouve dans le métaverse, dans cet omniverse. Et là, à ce moment-là, de ce qui était au départ une échappatoire devient la fabrique d'une illusion. Et on va voir qu'il va essayer, avec tous les moyens, c'est quand même quelqu'un de très rationnel, c'est quelqu'un qui a fait des études, qui est un ingénieur de formation, etc. Comme vous. Oui, à peu près. Non, mais je remarque que je fais. Oui, c'est peut-être le seul point que j'ai en commun avec ce personnage. Mais oui, il va essayer d'utiliser en fait toute sa rationalité pour expliquer quelque chose qui est totalement irrationnel. Et donc, il va parfois passer par des élucubrations, de la physique quantique, il va essayer de tous les moyens possibles et imaginables pour se dire, en fait, c'est possible, Alice est morte, mais possiblement, il existe un moyen pour qu'elle ait repris vie dans ce métavers. Et c'est un monde virtuel qui agit comme un prolongement du réel. Et ça peut être un piège. Est-ce que ce n'est pas la métaphore de notre époque à travers cela, d'ailleurs ? Oui, c'est un peu le sous-texte de ce roman.
on va dire, cette société qui en fait est à la fois très très pragmatique, très dans les objets, dans la matérialité, dans l'instantanéité et dans les relations. On n'a jamais eu autant de relations avec nos semblables que dans ces sociétés modernes. Et en même temps, ce ne sont pas des relations qui sont des relations personnelles. Donc c'est ce clivage-là entre la multiplicité des relations dans la vie réelle, mais finalement leur absence de réalité, et leur double dans leur vie virtuelle, c'est ça qui était intéressant, je trouvais, à analyser. Tout au long de l'ouvrage, vous refusez toute sensibilité. Votre héros, narrateur, impassible, trouve la force de dire, je le cite encore, « Je n'ai jamais eu de conception morale de la vie ». Il vit ou même survit dans le souvenir d'un père mort, d'une petite amie assassinée, d'une mère désincarnée, d'amis absents, d'une maison qui est figée, comme si vous aviez noué un contexte familial et intime à une expérience de quasi-mort. Oui. Il est mort pour ce monde, pour le monde réel. Il s'est mis en retrait. C'est d'où aussi l'analogie avec la thanatose. Il s'est mis en retrait du monde réel face à ce qui lui semble être pas forcément des agresseurs, mais la vie est difficile. La vie, ce sont des déceptions. La vie, ce sont des deuils à affronter. La vie ne rend pas les choses simples. Et lui veut se retirer de ça. Et donc, en fait, il préfère se réfugier dans un monde virtuel ou dans le monde des morts, si on veut, puisqu'il pense que les esprits sont dans le métavers aussi. Il préfère se retrancher du monde des vivants. C'est un choix qui peut surprendre parce que Guillaume a 28 ans, il est censé être plein de vie. Par certains côtés, il fait très attention à son physique. C'est quelqu'un qui est très narcissique, mais il ne le manifeste pas dans sa relation avec autrui. Parce qu'il y a quand même un moment où effleure un peu l'émotion. J'ai dit, premièrement, il en a eu pour sa compagne, j'espère. Et il y a l'évocation de son père, qui s'appelle le patron, la figure paternelle, il y a les chiens autour de lui, l'obsession du corps, avec la musculation, mais aussi la fatigue, les tremblements. Est-ce que cette émotion, elle arrive à une émotion presque souterraine, à comment dire, chevaucher, surpasser l'apathie du personnage? Oui, alors, au fur et à mesure du roman, si par moments il peut sembler antipathique, on va se trouver quand même en empathie avec lui à certains moments clés. J'ai dit apathique, plus qu'antipathique. Oui, c'est vrai. C'est moi qui n'ai pas franchi le... Voilà. C'est moi qui avais franchi un peu le Rubicon. Mais non, il est apathique, mais il va presque devenir sympathique à certains moments. Notamment, quand il va revenir sur son enfance, c'est les rapports avec son père. Là, il redevient humain. Il a aussi, dans sa relation même avec sa mère, je trouve qu'il a aussi une forme d'affection qui est souvent mal dirigée, qui est souvent maladroite. Mais il y a des moments dans le roman où il a des gestes tendres pour sa mère. C'est rare, il faut être attentif. Et au fur et à mesure de l'évolution du roman, plus on va aller vers des événements qui vont faire que sa vie va basculer aussi, on va le retrouver humain, on va le retrouver comme nous. Et finalement, on va se dire, ce gamin, finalement, qui veut chercher à fuir la réalité, qui a peut-être des repères qui sont totalement différents des nôtres, en fait, il nous ressemble beaucoup. Est-ce que vraiment, s'il y avait un terme à associer à Thanatos, c'est vraiment un roman sur la fuite, parce que votre héros, il fuit le monde réel, il fuit le deuil, il se fuit lui-même, d'ailleurs. Est-ce que c'est quelque chose que vous rencontrez au-delà d'un cas que vous avez découvert d'un jeune homme de 28 ans? Est-ce que vous pensez que c'est une attitude aujourd'hui qui tente à s'amplifier dans notre société? Et est-ce que ça ne vous a pas touché vous-même d'ailleurs? Alors moi personnellement non, j'avoue je suis assez peu sensible à ces univers-là. Je me suis beaucoup documenté d'ailleurs parce que c'est pas du tout des univers que je connais. J'ai été moi-même surpris d'apprendre qu'on pouvait gagner sa vie en coachant des joueurs de jeux vidéo. J'ai découvert combien était le tarif des rémunérations des coachs en jeux vidéo. Tout ça, j'ignorais complètement ça. Mais je sais que... C'est mieux journaliste, oui, j'ai bien compris, oui. Oui, ça gagne très bien sa vie. Ça sera dans une autre vie, métaverse. Donc j'ai découvert ça parce que c'est pas vraiment des gens que je côtoie. En effet, j'ai côtoyé une personne qui m'a poussé à écrire ce roman. Mais en effet, il y en a beaucoup.
On ne les croise pas toujours, on ne fait pas forcément attention à eux, justement parce qu'ils sont très discrets dans la vie réelle, évidemment. Mais il y en a beaucoup qui vivent comme ça, j'allais dire, en marge de la vie réelle, sur un autre plan, avec d'autres valeurs, d'autres codes. Et en aucun cas, ce n'est censé refléter la génération de Guillaume. Hein. Il y a, à l'inverse, dans cette génération même, des jeunes qui refusent même le smartphone et qui prennent l'excès inverse et qui refusent toute technologie et qui veulent retourner à la terre ou au travail manuel. Donc tout existe aujourd'hui. Simplement, voilà, il représente quand même un courant et un mal de l'époque, peut-être, qui n'a jamais existé auparavant. Je reviens sur cette question de fuite, parce que tout au long de l'histoire, votre roman évoque un monde qui se dérobe, un monde qui se dérobe par l'écran, par le mutisme, par la mort simulée, Thanatos. Et qu'est-ce qui, pour vous, résiste encore à cette fuite? C'est-à-dire que ce garçon de 28 ans que vous avez rencontré dans le réel, qu'est-ce que vous avez pu lui dire, ou qu'est-ce que vous auriez pu lui dire pour qu'il sorte de son apathie? Je ne sais pas ce que j'aurais pu dire. Je ne sais pas si j'avais vraiment envie de le faire, déjà. Je pense que la vie va s'en charger d'une manière ou d'une autre. Enfin, ça va être cruel, ce que vous dites. C'est quand la vie s'en chargée, il va être placé devant la réalité. Non, pas nécessairement. Il peut être tombé amoureux d'une autre jeune femme, par exemple. Et sa vie peut repartir sur d'autres bases. Là, il se trouve qu'il est confronté au deuil. Donc c'est très fort. Mais... pour parler de la personne qui m'a inspiré le roman, j'avais de bons échanges avec lui et je trouvais qu'en fait, étrangement, on avait la possibilité de communiquer. Et c'est ce que j'ai essayé là aussi de faire traverser dans ce roman, c'est qu'il y a une humanité, il y a une vaste gamme de sentiments humains sur lesquels on pourra toujours... sur lesquels je ne vois pas forcément de changement et pour lesquels on pourra toujours se retrouver proche de son voisin et proche d'un individu qui n'est pas du tout de la même génération et qui n'a pas du tout les mêmes centres d'intérêt. C'est ça que je trouvais positif. Quand nous sommes vus il y a quelques années ici, sur ce plateau-là, j'avais fait un rapprochement entre votre premier roman, avec la forme d'écriture de Houellebecq. Je trouvais un style tendu, physique, maintenant presque sans fioriture, sans pathos, presque organique. Dans Thanatos, c'est encore plus clair. Et je me suis dit, comment vous avez façonné cette langue tenue, tendue, contenue, et presque physique, avec un dépouillement que, cette fois-ci, je n'attribue plus à Houellebecq, mais à Annie Ernaux. Et je me suis dit, ça ne va pas lui faire plaisir. Je ne m'attendais pas à ça. Annie Ernaux, pourquoi pas. Le côté dépouillé. Oui, le côté dépouillé. Je dénigre absolument pas le talent d'Annie Ernaux. Moi aussi, ne vous inquiétez pas. D'accord, si vous voulez. Pas sur tout, les romans, mais sur certains, il y a quand même une forme qui est vraiment, pour le coup, novatrice et littéraire. Non, ça ne me choque pas tant que ça. Non, en revanche, d'où vient la pureté et la simplicité, j'allais dire, du style. Là, ça va venir beaucoup plus de mes références à moi. Alors, pour trahir un secret, je vais vous dire, lorsque je suis dans des phases intenses d'écriture, je lis beaucoup de Simenon. Et Simenon m'a beaucoup structuré. Il répétait tout le temps qu'il fallait remuer ses phrases pour faire tomber les adverbes, qu'il fallait aller au plus pur, au plus simple. C'était Colette qui lui avait appris, donc ça vient de loin. Moi, c'est quelque chose qui m'obsède. J'essaye d'aller là aussi vers la simplicité et la forme la plus pure. Et la démarche de Simenon, c'était pour se rapprocher de ce qu'il appelait l'homme nu. Et moi, ça aussi, c'est vraiment ça qui m'intéresse, me rapprocher, être au plus près des sentiments de mes personnages. Et pour cela, ne pas leur prêter des éléments de langage qui ne seraient pas les leurs, aller vraiment au plus dur, au plus sec. Excite Annie Ernaux et vive Simenon. Là, il n'y a pas de souci avec moi pour Simenon. Plus sérieusement, avec attrition, on avait évoqué, là aussi, la dernière fois qu'on s'est vus, ensemble, un écrivain se situant, vous, bien sûr, dans la vague montante des écrivains postmodernes. Antimoderne. Antimoderne. Est-ce que ce roman se situe dans la même veine ? Oui, de toute façon, j'allais dire qu'on écrit toujours les mêmes livres. Cette étiquette, vous l'avez... Cette étiquette, on me l'a collée, je l'ai acceptée. Il y a une forme de noblesse dans cette famille des antimodernes. C'est qu'elle refuse l'engagement.
Voilà, alors en effet, on peut retrouver encore une fois dans ce roman-là un personnage qui va refuser l'engagement et qui va préférer le retrait, l'ascèse ou la fuite. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve souvent dans mes romans. Voilà, je pense que c'est peut-être ma pente naturelle et qu'il est inutile de lutter contre ça. C'est ma manière aussi peut-être d'écrire. Et en tout cas, je n'y réfléchis pas plus que ça. Il se trouve que les choses s'imposent plutôt à moi. Et en effet, dans ce courant qu'on qualifie d'antimoderne, on retrouve voilà, des écrivains qui ont aussi fait ce choix. Je pense aux Hussards, par exemple, du désengagement. Donc, je pense à Blondin et d'autres. Voilà. Donc, si je m'inscris dans cette lignée-là, eh bien, ça ne me dérange pas du tout. Une bien bonne filiation. Allez, Frédéric Bécourt, merci beaucoup. Donc, j'invite nos téléspectateurs à se procurer. C'est le moment de lire nos romans. L'été nous permet de lire des romans, de prendre ce temps de faire toute la place nécessaire aux romanciers et donc à Frédéric Bécourt pour cet ouvrage qui ne vous laissera pas indifférent. Thanatos, vous allez découvrir Guillaume Labarthe. Merci à vous, Frédéric Bécourt. Merci beaucoup.